Je défends Farid avec d'autres confrères depuis de nombreuses années déjà. Et la question que tout le monde se pose légitimement, c'est de savoir comment il en est arrivé là à demander l'euthanasie. Je crois que cette demande, elle est à la mesure de son désespoir. Formuler une demande telle que celle-là, c'est parce que il est arrivé au bout. Et c'est vrai que pour nous, avocats, c'est d'ailleurs très difficile, puisque c'est un petit peu, évidemment, paradoxal. Nous, on veut qu'il sorte, et lui dit non, j'en reste là. Donc c'est vrai que pour nous, à la défense, c'est un peu difficile d'expliquer son message, si ce n'est par ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Il a vécu en prison trop longtemps. Bien trop longtemps, il y est depuis pas loin d'une trentaine d'années. Il est sorti un tout petit peu lors de congés à un moment donné. Et il en a encore, semble-t-il, je dis semble-t-il, parce que c'est vrai qu'il peut toujours espérer une libération avant cela, mais sinon, la fin de la peine, c'est en 2024. Donc une perspective tellement lointaine et qu'il est à bout. Il est à bout aussi parce qu'il est soumis à un régime d'exception depuis plusieurs années déjà. Ce n'était pas le cas au début de sa détention, mais c'est le cas maintenant depuis quelques années. Il était sans arrêt baladé d'une prison à l'autre et soumis à un régime de sécurité particulier individuelle. C'est le régime, j'ai envie de dire, le plus strict qui soit, le plus exceptionnel qui soit. Il y a une poignée de détenus en Belgique qui sont soumis à ce régime-là, en ce qui concerne Farid, qui est renouvelé quasi automatiquement depuis maintenant plusieurs années. Il me paraît tout à fait essentiel de la situer, de la restituer finalement par rapport aux souffrances vécues, par rapport à la détresse vécue, qui n'a cessé de s'accumuler tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne les siens, parce que c'est évidemment ses proches qui ressentent le plus durement, qui ont encaissé le plus durement ce récent appel, mais qui, je le répète, pour moi, c'est un appel qui donne la mesure de son désespoir. Et je crois que chaque mot là a vraiment beaucoup d'importance, parce que je crois que ça en dit long sur sa détresse. Au départ, en ce qui concerne les arguments que nous invoquions, en disant qu'il subissait des conditions de détention inacceptables, qu'il devait pouvoir en sortir, nous étions très seuls, très isolés pour faire valoir tout cela. Et maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fil des années, ce que nous invoquions a été repris par tous ceux qui interviennent, et notamment les directions locales des prisons par lesquelles il est passé récemment. À chaque fois, tous ceux-là sont intervenus en reprenant finalement le discours qui était celui de la défense de Farid depuis plusieurs années. Et donc on est nombreux à aller dans le même sens. Pourtant ça bloque. Alors pourquoi est-ce que ça bloque ? Je crois qu'il y a une crainte au niveau du ministre de la Justice, parce que c'est semble-t-il au niveau du cabinet du ministre de la Justice que ça coince, que ça bloque. Il y a une crainte en se disant, bon mais voilà, si un détenu dont la situation est médiatisée comme elle l'est, si on ouvre la porte, si on entrouvre la porte, est-ce qu'on ne va pas nous le reprocher ? Et donc c'est une absence de prise de conscience de la part du ministère de la Justice quant à l'ensemble de ce qui était fait depuis tant de temps. Parce que voilà, nous nous situons aussi dans le contexte général qui est le contexte général de l'après Dutroux, où on
on s'est dit attention, les personnes condamnées pour des très longues peines, surtout gardons-les derrière les verrous, gardons-les derrière les murs. Il y a eu tous les mois provoqués par la libération anticipée de Michel Martin. Ce contexte-là, je veux dire, le ministère en a tellement peur qu'il a conduit à cette situation de blocage en ce qui concerne quelqu'un comme Farid Ben Mohamed. Mais je crois qu'en effet, il y a des droits, et notamment il y a le droit à la liberté. Et ce droit à la liberté, ici, il est évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, il est rudement malmené. Puisque depuis tant de temps, il y a tant de rapports, tant d'évaluations qui vont dans le sens d'un retour vers la réintégration, d'un retour vers la vie normale. Et c'est vrai que ça en devient tout à fait incompréhensible. Et ça alimente bien entendu la détresse qui est la sienne. On est sûr de son bon droit, c'est-à-dire qu'on est sûr que le droit à la liberté doit l'emporter. On est sûr qu'on dispose de bons arguments à cet égard-là. Je crois qu'il n'y a qu'une voie, c'est de permettre que cette voix-là soit entendue jusqu'à ce qu'elle s'impose. Il faut faire le choix, de répéter inlassablement. Par rapport à beaucoup de situations injustes, c'est hélas la seule voie envisageable. C'est de répéter toujours et encore envers et contre tout, que la solution est celle-là, et ne peut être que celle-là. La libération. Oui, bien sûr.